est Nicolas de Baville, intendant du Languedoc et ennemi du cardinal, à qui il tente depuis sa nomination de grignoter le pouvoir, vous commande un portrait à charge du cardinal de Bonzy au sujet de sa liaison avec Madame de Ganges, pour ruiner sa réputation auprès du roi Louis XIV. Vous rencontrez le cardinal de Bonzy sous le prétexte d'un portrait libertin commandé par sa maîtresse à l'étranger pour un mois, dont elle souhaiterait qu'ils prennent connaissance ensemble dans l'intimité. Voilà. Donc en gros, je suis une ordure. Mais c'est pas grave parce que le cardinal aussi. Il n'y a pas des ordures. Voilà, donc voilà. Et ça, du coup, ça paye. Ah, donc, voilà. Alors, c'est votre monsieur, votre éminence. Ça, c'est l'éminence. Moi, je suis bonjour, votre éminence. Une certaine dame de votre connaissance m'a chargé de dresser votre portrait. Il ne s'agit pas d'un portrait ordinaire. De quel type de portrait, donc? Je ne me plie pas à la demande de n'importe quel Manon. Mon nom a une valeur. Il ne s'agit pas de le déprécier. Pour que je me confie à vous, encore faut-il savoir quel en est le commanditaire. Et à quelle fin mon portrait sera utilisé. Cette dame porte le nom d'un fleuve indien, est actuellement en voyage à l'étranger. Elle se languit de fou et souhaite que vous vous éleviez ensemble à son retour à la lecture de son roman. Fille, monsieur l'écrivain conseil, vous ne répondez pas à ma question. En tant qu'ecclésiastique, des femmes j'en connaissais peu et toujours trop. Leurs jupes me sont de peu d'intérêt. Elles agrémentent d'un sourire les banquets de retour de chasse. N'avez-vous donc pas deviné le nom de cette noble dame? Votre cœur est-il pris par plusieurs visages? Ma commanditaire sera fort marie de l'apprendre. S'agit-il bien là de cœur? Il s'agit de pouvoir et de faire valoir. Une belle femme à votre bras vaut bien une croix à votre cou. Celle que par vos mots j'entrevois, une satisfaction tout autant qu'un poison est une satisfaction tout autant qu'un poison. Ainsi, votre éminence, refusez-vous donc que j'établisse ce portrait? Elle m'a confié ce bijou que vous savez unique. Vous trouvez ma bonne foi. Mais quel béné! Si vous me l'aviez montré plus tôt, j'aurais accédé à cette demande. Pour la sublime Madame de Ganges, je suis prêt à toutes les audaces. Dénuder mon âme pour un portrait que nous lirons ensemble dans une alcôve où nous dénuderons d'autres choses. Voilà qui est parfait. Madame en sera ravie. Débutons-nous de réchef ce tableau croustillant. Le temps me presse. La chasse m'attend. Mon intendant vous fixera un nouveau rendez-vous. Dites-lui de G. Il saura vous le proposer sous 3 jours. Mais sincère, remerciement, votre éminence. Dialogue entre l'écrivain conseil et Madame de Lamartine, qui lui commande un portrait poétique d'elle-même qu'elle souhaite offrir à son époux à l'occasion de leur 30e anniversaire de mariage. Madame de Lamartine, nous sommes flattés de cette commande d'un portrait qui est destiné à célébrer votre union avec ce grand poète de notre temps. Après, on lui dira qui c'est. Yes, et oui. Je pense qu'un portrait poétique, ils sont tous anglais là. Un portrait poétique parlera davantage de moi à mon tendre époux. Vous l'imaginez donc comme un complément à ce tableau réalisé par Monsieur Jérôme? Pas davantage. Madame l'écrivain conseille mieux si c'est possible. Et ça sera certainement. Cela
Cela signifie-t-il qu'il ne vous a pas satisfait? Listen! Vous avez vu ces yeux de merlan frit dont ce peintre ridicule m'a affublé? J'ai l'air d'une cocotte avec une tête de poulpe. Vous me gênez terriblement. Madame, mais force est de constater que ce portrait ne correspond pas à la femme extraordinaire que vous êtes. Avez-vous entendu parler de Olympe de Gouges, Madame l'écrivain conseil? Oui, bien sûr. Elle n'a pas survécu à ses idées, mais elle a débuté une révolution féministe dont on parlera longtemps. Exactly. Et moi, madame, je ne suis pas une femme de boudoir. Je voudrais que le portrait que je vous commande parle de qui je suis, de ce pourquoi je milite, du rôle que je voudrais avoir et de voir tenir davantage par les femmes. Et Monsieur de Lamartine, que pense-t-il de tout cela? Et on pensera que du bien. Quand on s'appelle Lamartine, on ne peut qu'être heureux de mettre les femmes à l'honneur. Et d'ailleurs, sachez que c'est lui qui vous paiera votre travail. Le comte de Goyon a commandé à l'écrivain Conseil un portrait de sa femme Oriane, qu'il souhaite mettre à l'honneur à l'occasion de la réception qu'elle organisera au château de Prunoy. Écoutez bien. Bonjour, Madame la Comtesse. Je suis honoré de faire votre connaissance. Comme vous le savez, Monsieur le Comte souhaite vous mettre à l'honneur lors de l'inauguration de la rénovation du château de Prunoy. Un tel présent est l'apanage des vrais amoureux, comme votre époux l'est. Me permettez-vous d'enregistrer cet entretien? Bonjour, monsieur l'écrivain conseil. Je suis heureuse de faire votre connaissance et un peu confuse de l'honneur qui m'est fait ce jour. Mais enregistré, que voulez-vous dire? Veuillez m'excuser, j'ai anticipé mes habitudes d'écrivain 2.0. 3 ans de travaux, donc c'est long. Ce château a-t-il donc une importance très particulière pour vous? Vous avez tout compris. C'est le château de mon père, la gloire de ma mère. J'ai voulu les magnifier en faisant la crème de Lyon. Faisant à la crème au Pruneau, donc, pardon, à Prunoy. Monsieur le comte, Ben oui. Monsieur le comte souhaite dresser votre portrait au travers de l'œuvre, au travers des mots, peut-être au travers de l'œuvre d'Hippolyte Flandrin ou au travers de mes mots. M'autorisez-vous à vous tirer le portrait à l'aide de mon iPhone 16? Est-il? Pardonnez-moi, une nouvelle faille spatio-temporelle. Sans doute. Parlez-moi de vous. Quelles sont les étapes marquantes de votre vie? Alors, ma jeunesse au château, dans la magnifique province de la Puisaye. Mon mariage heureux. On dit pas la Puisaye? On dit pas la Puisaye? Oui. Puis la naissance de mon fils, l'autre trésor de ma vie, et le point commun de tout ça, c'est Prunoy. Eh oui. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour toutes les informations qui vont me permettre de taper cet hommage. Je l'enverrai par mail à Monsieur le Comte, aussitôt la réaction. Le journal La Voix des femmes a commandé à l'écrivain Conseil, pour son numéro d'avril 1860, un portrait d'Elisabeth Hittorf, archéologue. Bonjour madame. Hittorf, Gaudry, comment dois-je vous nommer? Appelez-moi tout simplement Jeanne. J'ai toujours considéré que mon identité ne se résumait ni à mon patronyme, ni à mon nom de mariée. Un jour, peut-être, les femmes auront le droit de porter le nom qui leur plaît, ou mieux, de le donner à leur mari. Jeanne, pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle que vous avez joué dans le cadre du chantier de fouilles de
établir le plan de fouille, déterminer la méthodologie et diriger les hommes. Diriger les hommes? Une femme n'est-elle pas née pour broder au salon? À son mari? Diante, de quelle étroitesse d'esprit faites-vous preuve? Aurait-il fallu que je jouasse un rôle mineur, alors que je possédais tous les savoirs et l'expérience qui manquent à nos ouvriers? Nous ne sommes tout de même pas au XVIIIe siècle. Non. Comment êtes-vous parvenu à ce statut, vous qui appartenez au sexe faible? Cette émancipation, dont bénéficient peu de mes pairs, je la dois avant tout à ma curiosité intellectuelle, à ma vivacité d'esprit, et à mon travail, sans oublier mon audace. Je dois aussi vous admettre que cela a été rendu possible par l'ouverture d'esprit des hommes de ma vie. En quoi leur positionnement a-t-il été déterminant? Enfin, ne jouez pas au sot avec moi. Vous connaissez fort bien le destin réservé aux femmes par notre société. Mon père m'a élevé et éduqué comme il le rêvait avec son fils. Et mon époux me considère comme son égal. Cela vous paraît certainement extraordinaire, mais à bien y réfléchir, il n'y a rien de moins normal. Je suis du même avis qu'Olympe de Gouges. Ah oui, je suis du même bois qu'Olympe de Gouges. Si Louise Michel, cette contemporaine à qui je voue une admiration toute particulière, ne l'avait pas déjà dit, j'aurais pu vous affirmer, si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Monseigneur Pierre de Berthier, très prévoyant, commande son oraison funèbre à un écrivain conseil. Bonjour monseigneur, merci de me recevoir. Pourquoi avoir fait appel à moi? Comme vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai souvent rédigé des oraisons funèbres, notamment celle de notre regretté roi Louis XIII. Pour autant, ma grande humilité m'empêche de concevoir ce qui pourrait être dit à mon sujet le moment venu. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? C'était lorsque j'accompagnais mon père à Toulouse, au Parlement, et que je l'écoutais discourir et argumenter pour asseoir la justice. Pensez-vous que c'est par cette filiation que vous avez développé vos qualités d'orateur? Toujours en toute humilité, bien sûr, je vais vous faire une petite confidence. Mon père utilisait souvent mes mots d'enfant pour rédiger ses discours. Et il m'utilisait comme souffleur lorsqu'il montait en tribune. Comment est née votre vocation religieuse? C'était pour fuir le joug parental. Je me suis enfui et réfugié dans le Carmel de Montauban, où j'ai été pris en charge par le chanoine. De quoi êtes-vous le plus fier? Je pourrais bien sûr répondre le discours que j'ai prononcé lors du sacre de Louis XIV dans la cathédrale de Reims. Quand même. Quand même. Pas rien. Ah oui, le sacre de Louis XIV. Pourtant, c'est bien l'élaboration des plans du palais épiscopal de Montauban qui ont suscité en moi la plus grande fierté. Palais épiscopal qui abrite aujourd'hui le musée dans lequel je suis dans un oui. Et que craignez-vous le plus dans la vie? Ah oui. Alors, j'ai très peur des chevaux. Et depuis que je suis entré dans la soixantaine, je crains que l'un d'eux ne me renverse lorsque je traverse les rues de Montauban. Ce qui est arrivé. Quelques années plus tard. Merci, monseigneur. Nous allons rapidement vous soumettre un texte
et le devis correspondant. Très bien. Dialogue entre l'écrivain Conseil et le sculpteur Lorenzo Bartolini, dont le portrait sera intégré au discours du préfet de Corse lors de l'inauguration de la statue de Napoléon. Alors, 15 mars 1849, Lorenzo Bartolini, de passage à Montauban pour se recueillir sur les vestiges de ce lieu si important dans ses souvenirs et dont il ne nous dira rien, Ah bon, pourquoi? nous accorde un entretien. Monsieur Bartolini, de quelle manière s'adressa-t-on à vous pour passer cette commande? Mon ami Ingres, que j'ai rencontré il y a fort longtemps, nous fréquentions à Paris l'atelier de David, où se rendait de temps à autre Elisa, la sœur de l'empereur. Laissez-moi vous raconter cette histoire Incroyable. incroyable. Laissez-moi vous raconter cette histoire Incroyable. Incroyable. Un mardi matin, mon cœur a bondi lorsqu'elle a franchi la porte. Ses cheveux brillaient dans le soleil, nos regards se sont rencontrés et chacun de nous s'est arrêté devant l'autre, subjugué. Ne seriez-vous pas en train de me dire que vous avez eu une histoire avec la sœur de l'empereur? La sœur de l'empereur? Mais qui vous a parlé de la sœur de l'empereur? Vous? Mais non, mon ami, donc, comme vous y allez. Non, moi je vous parle de Marguerite de Châteauvillain, l'élu de mon cœur. Celle dont je ne peux parler sans attenter à son nom. Vous me rassurez. Mais je vous ai interrompu, pardon. Continuez. Oui, c'est donc en ce lieu que je croisais Elisa. Ces centres d'intérêt la conduisent naturellement vers mon ami et moi-même, et je ne saurais trop comment vous dire à quel sujet la conversation fut engagée. Très vite, cette grande dame comprit toute l'admiration que je portais à son empereur de frère. Ceci contribua sans doute à resserrer les liens entre nous et faire de moi, non un intime, mais un proche pour le moins. Si bien que, devant mes propres œuvres, un jour, lui vint l'idée de me demander si je serais disposé à réaliser une œuvre à la gloire de l'empereur, en l'occurrence une statue dont l'image, dans l'instant, m'est apparue à l'esprit. Et ensuite? Je lui ai soumis quelques esquisses qui l'enflammèrent. La commande fut promptement passée et je me suis aussitôt mis au travail. Nous étions en 1808, à une époque où rien ne laissait présager de ce que l'avenir nous réservait. Et comment vécûtes-vous cette création? Oh, vécute. Terrible, terrible. Et donc, comment la vécûtes-vous? À vrai dire, Il l'a pas bien, visiblement. le feu d'Elisa prit en moi. Et je me devenais irrépressible dans le travail. Vous n'êtes pas sans connaître mon goût pour les antiques, et c'est vers une statue en pied, drapée à la grecque, couronnée de lauriers impériaux et flanquée d'une aigle emblématique, que mes mains me guidèrent. Et combien de temps vous fut-il nécessaire pour achever cette œuvre? C'est un peu avant le terme de la bataille de l'Apsy, à la mi-octobre 1813, que je parachevais ce que je considère comme l'une de mes plus belles réussites. J'ai encore le souvenir de ce moment sublime, passé avec Marguerite. Elle nous a joué avec force champagne de cet accomplissement. Et ensuite? J'étais fier. Je m'apprêtais à livrer cette statue quand le funeste sort en décida autrement. L'empereur, prisonnier, bafoué, exilé à l'île d'Elbe, le projet sombra. Là, il est écrit un long silence. Et quel événement provoqua votre décision de faire don de cette œuvre à la ville de Bastia? Épité par le désamour du peuple à l'endroit de ce grand personnage, je passais des années sombres aux côtés de cette statue dont je sentais le regard torturé peser sur mes épaules. Ma lucidité me montra du doigt la fin de mon chemin. Je ne pouvais souffrir de partir sans m'être assuré de confier cette œuvre à la terre qui nous donna un si grand personnage. Bastia accepta de l'accueillir. Je me sentis libéré. Je pouvais mourir l'âme légère. Merci. Cher monsieur.